Bonjour et bienvenue sur cette vidéo FAQ des 10 000 abonnés, même si vous êtes actuellement plutôt 17 000 abonnés à la chaîne et que dans ma tête ça fait plutôt 17 millions. Je sais, je suis pas forcément très fort en statistiques, mais c'est vraiment super. Merci beaucoup de suivre la chaîne, de laisser des commentaires en général super sympas et positifs. Voilà, je sais pas trop quoi dire de plus. Merci. Je pensais pas que ça marcherait autant, franchement. L'épidémiologie et les statistiques, c'est pas le truc qui passionne en général, mais je pensais pas que ça dépasserait 10 000 abonnés. Mais bon, c'est super cool. Mais bon, du coup, si vous êtes abonné à ma chaîne, c'est plutôt pour entendre de la vulgarisation. Donc avant de répondre à toutes les questions que vous m'avez posées la dernière fois, eh bien, je vais vulgariser un truc. Alors en fait, je vais faire ça en répondant à la question de Wilson qui me demandait « Quel est le théorème que tu préfères ?» Et je ne vais pas y répondre parce que je ne vais pas vous donner un théorème, mais je vais vous parler d'une notion ou d'un concept que j'aime bien. Il s'agit de la variance expliquée. Imaginons une entreprise de 100 salariés et intéressons-nous à leur salaire. Je peux représenter les salaires de ces personnes sur un axe par des points comme ceci. Et comme on voit que dalle, on va écarter un peu les points de l'axe. Si j'ai envie de résumer rapidement les salaires de ces personnes, je peux utiliser classiquement un indicateur de position, genre la moyenne ou la médiane. Ici, on va prendre la moyenne. La moyenne des salaires de ce groupe d'individus est de 1600 €. Mais je peux aussi exprimer à quel point les salaires sont dispersés ou étalés, à quel point les différents salaires ne sont pas égaux entre eux et ne sont pas égaux bien sûr au salaire moyen. Pour ça, je peux utiliser un indicateur de dispersion. Et on va utiliser ici le plus simple de tous, l'étendue. C'est-à-dire le salaire maximum moins le minimum. Ici, l'étendue vaut 920 €. Après leur avoir posé quelques questions, j'apprends que sur ces 100 employés, 50 ont le baccalauréat et 50 ne l'ont pas. Je représente sur le graphique les gens qui n'ont pas le bac en bleu et ceux qui l'ont en vert. Et je me pose alors la question très vague, qu'est-ce que ça fait sur le salaire d'avoir le bac ou pas ? Le premier réflexe qu'on a tous et qui saute aux yeux, c'est de recalculer les moyennes dans les deux sous-groupes qu'on a créés. Le salaire moyen de ceux qui n'ont pas le bac est de 1400 € et le salaire moyen de ceux qui ont le bac, c'est 1800 €. On a très envie de comparer ces deux salaires pour dire il y a une différence de 400 € de salaire moyen entre ceux qui ont le bac et ceux qui ne l'ont pas. C'est une taille d'effet, ça nous apprend quelque chose, c'est cool et c'est intéressant. On peut aussi recalculer les étendues dans chacun des deux groupes, bien sûr. On obtient ici 560 €. On voit qu'elles sont plus faibles que l'étendue totale, un peu comme si le fait d'avoir pris en compte le bac avait mangé de l'étendue. On peut représenter cette étendue qui a disparu aussi, ici en gris, et elle vaut 360 €. En regardant cette représentation, on comprend qu'en fait, l'étendue totale du départ, elle est due à deux choses. L'étendue des salaires dans chacun des groupes, qui est bien de 560 €, et une étendue supplémentaire liée au fait que les deux groupes n'ont pas le même salaire moyen. C'est cet écart entre les groupes qui est responsable d'une partie de l'étendue. D'ailleurs, si le bac n'avait pas d'effet sur le salaire moyen, les étendues des groupes seraient égales à l'étendue totale. Et si je crée un écart entre les salaires des deux groupes, alors on voit bien l'étendue totale qui augmente. Bref, en prenant en compte l'obtention du baccalauréat, on supprime un morceau de l'étendue totale. Ou si on le dit plus proprement, avoir fait ces deux groupes explique une partie de l'étendue totale. C'est pour ça que cette étendue, on l'appelle étendue expliquée. Et ce qui reste, la dispersion qui n'est pas liée au baccalauréat mais à d'autres trucs, c'est l'étendue résiduelle. Afin d'exprimer ça plus clairement, on va parler de ces deux étendues en proportion de l'étendue totale. Le fait d'avoir le baccalauréat expliquait 39% de l'étendue des salaires de cette entreprise. Au final, on a deux indicateurs pour parler de l'effet qu'a le bac sur les salaires. Je peux dire que ceux qui ont le bac gagnent en moyenne 400 € de plus, et que prendre en compte le baccalauréat explique 39% de l'étendue des salaires. Bon, et vous avez compris, l'étendue expliquée, on s'en fiche un petit peu, parce que c'est un indicateur de dispersion qui n'est pas vraiment très utilisé, il a plein de défauts. En général, on préfère les écarts types ou les variances. Du coup, pour exprimer les dispersions expliquées et résiduelles, on utilise plutôt les sommes des carrés des écarts à la moyenne, c'est-à-dire à peu de choses près, les variances. On parle alors de variance expliquée, mais le principe est exactement le même que celui que je vous ai décrit pour l'étendue. Bon, mais alors à quoi ça sert tout ça? Parce qu'on avait déjà la différence entre les moyennes. À quoi ça sert de rajouter un truc zarbe comme ça, comme la variance expliquée? Eh bien déjà parce que ça permet de voir que pour une même différence de moyenne, eh bien ça peut cacher deux situations différentes. Mettons que ceux qui ont le bac gagnent en moyenne 400 € de plus, comme tout à l'heure, et que le bac explique 95% de la variance. On obtient alors ça. Cela veut dire que avoir le bac est très important pour avoir un bon salaire. Non seulement il y a 400 € d'écart, mais une fois le bac pris en compte, les salaires ils ne varient plus trop. Le bac, c'est le truc le plus important pour avoir un bon salaire dans cette entreprise. Et vous sentez que la différence de 400 €, ça va être quelque chose de net, de visible. Si par contre, avec la même différence de salaire moyen de 400 €, je vous dis que le bac explique cette fois-ci seulement 5% de la variance. Ça veut dire qu'en fin de compte, le bac n'est sûrement pas l'élément clé dans cette entreprise pour avoir le meilleur salaire. C'est mieux, certes, de 400 € en moyenne, mais c'est beaucoup plus flou.
En prenant en compte le bac, les salaires varient quasiment exactement comme avant. Il doit y avoir d'autres facteurs, peut-être plus importants dans cette entreprise. Voilà, cette variance expliquée, elle raconte un truc supplémentaire. Alors, supplémentaire, mais quand même lié. Forcément, on comprend bien qu'à variance à peu près équivalente, plus les groupes sont séparés, plus la variance expliquée va être forte. Mais surtout, la variance expliquée, elle est très cool parce qu'elle ne se limite pas à considérer des variables à deux classes. Imaginons que je m'intéresse maintenant à 4 niveaux d'études, pas le bac, bac plus 2 et bac plus 5. Bon, bien sûr, je peux faire plein de comparaisons de moyenne. Je peux comparer les bac plus 5 contre les bac plus 2, puis après je compare les bac plus 5 versus ceux qui n'ont pas le bac, etc. Mais c'est le bordel, il y a plein de comparaisons, et franchement, c'est pas un résumé très propre. Alors que par contre, la variance expliquée par les études, il n'y en a qu'une seule. Et comme il n'y en a qu'une seule, je vais d'ailleurs pouvoir faire des choses avec, comme des tests statistiques spécifiques. Et en plus de ça, rien ne vous oblige à ne prendre qu'une seule variable. Par exemple, si je pense qu'en plus du bac, le sexe va avoir un effet sur le salaire, eh bien je peux mesurer la variance expliquée par bac plus le sexe. Et en fait, en faisant ça, je suis en train de construire ce que l'on appelle un modèle, de modéliser les salaires avec les différentes caractéristiques des gens. Cette variance expliquée est d'ailleurs une technique pour voir si vous avez construit un bon modèle ou pas. On l'appelle R2 ou coefficient de détermination, et pour la petite histoire, il vaut le coefficient de corrélation de Bravais-Pearson mis au carré R2. Alors bien sûr, tout ça est très simplifié, je vous ai donné des cas vraiment très particuliers, notamment parce que des fois, les variances des sous-groupes, c'est pas la même, donc c'est difficile de travailler, on n'est pas toujours en situation linéaire, bon, voilà. Bon, ça casse pas trois pattes à un canard, mais la variance expliquée, c'est un concept sympathique que j'aime bien, et qui parfois, m'aide à mieux comprendre des choses. Quand on me présente une différence de moyenne, j'ai tendance à me dire « D'accord, mais je suis pas sûr que ça explique beaucoup de la variance ». Maintenant, je vais répondre aux différentes questions que vous m'avez posées, et sachez que j'ai mis beaucoup de temps à réaliser cette vidéo, parce que autant c'est assez facile de parler d'épidémio et de statistiques, autant soudainement quand il s'agit de raconter des trucs sur quelles études j'ai faites, etc., je sais pas, j'ai un petit syndrome de l'imposteur, je me dis mais ça devrait pas les intéresser les gens. Mais bon, vous avez posé des questions, je vais y répondre. Alors, première question, quel âge as-tu? Eh bien, j'ai 33 ans. Et j'en profite au passage pour me présenter parce que je crois que je ne l'ai jamais vraiment fait de façon formelle. Je m'appelle Tristan. Es-tu médecin? Quelle est ta spécialité médicale? Alors oui, je suis médecin de santé publique. Et alors la question qui vient quasi automatiquement, c'est quoi un médecin de santé publique? Et je ne sais pas. Bon, j'ai quand même une petite idée, on va pas exagérer. Un médecin de santé publique, c'est une spécialité médicale, exactement comme pneumologie, cardiologie. Sauf que c'est un médecin qui, comme son nom l'indique, ne s'intéresse pas directement à une interaction avec un patient, un diagnostic et un soin pour un patient unique, mais qui va plutôt s'intéresser à soigner des populations. Alors du coup, ça regroupe un tas de choses, notamment l'épidémiologie bien sûr, mais aussi les politiques de santé, l'économie, etc. Il y a le CLISP, qui est un peu l'association des internes en santé publique, qui a fait une très bonne vidéo là-dessus. Je vous mets le lien dans la description. C'est un gars qui fait des statistiques au fond d'une cave dans un hôpital. Ouais, j'avoue que cette définition, elle est pas si mal. En tout cas, elle me plaît bien, mais... En fait, moi j'aime bien la comparaison avec les personnages de jeux de rôle multiclassés dans Donjons et Dragons et tout. Pour moi, les médecins de santé publique, c'est un peu ça, c'est des médecins qui ont pris pas mal de niveaux en médecine, jusqu'au niveau 6 à peu près, et puis après ils ont fait autre chose, de l'économie, des statistiques, etc. Et du coup, forcément, ils sont moins forts en médecine qu'un médecin généraliste. Si vous me demandez de soigner votre pneumopathie, bon, ça devrait aller, mais je veux dire, c'est pas vraiment ce que je sais faire. Mais par contre, je suis capable de me débrouiller dans des domaines dans lesquels, a priori, les médecins ne sont pas forcément forts. Alors, je dis pas forcément parce qu'en vrai, il y a plein d'autres spécialités qui se multiclassent aussi, il ne faut pas exagérer. Mais la santé publique, c'est vraiment, ils ont vraiment tendance à faire ça. Quel est mon parcours scolaire? Alors moi, je me suis un peu paumé avant de faire médecine. J'ai fait maths sup, maths spé en PCSI, PSI, physique, sciences de l'ingénieur. Après, je me suis retrouvé en troisième année de licence de physique. Et là, j'ai arrêté, j'ai changé de voie, je suis allé faire médecine. J'ai fait 2 premières années, P1, enfin PACES maintenant. En même temps, j'ai validé 2 années de psycho. Et puis après, j'ai fait mon externat de médecine. C'est des études qui durent qui durent précisément 5 ans, si vous ne redoublez pas. Et ensuite, au bout de 5 ans, on passe un concours qui s'appelle l'ECN et qui permet de choisir sa spécialité. Et donc, moi, j'ai fait santé publique. Et pendant les années d'internat de santé publique, qui durent 4 ans, j'ai fait un master 1 d'épidémio, un master 2 de biostat et un master 2 d'économie de la santé. Voilà, alors j'aime bien faire une petite tartine comme ça, bien velue de mes études. On a l'impression que je vais vous parler d'économie de la connaissance et écrire des bouquins. Mais en fait, c'est un petit peu... je suis fier de mes études, mais il y a quand même 2-3 trucs à corriger. Alors j'ai dit que j'étais en licence 3 de physique, j'ai pas dit que je l'avais validé.
Le coût de la licence de psycho en même temps que la première année, en fait, j'étais dans une fac où c'était obligatoire. Et puis après, pendant l'internat, en fait, il y a beaucoup de médecins qui font des Master 1 et des Master 2. C'est particulièrement le cas en santé publique. En santé publique, je pense que tout le monde passe un M1 d'épidémio, presque, 90% sûrement. Beaucoup de gens passent un M2. Et il y en a quand même pas mal qui passent 2 M2 aussi. Et je crois que j'en connais même qui ont passé 3 Master 2. Bon voilà, bon, j'ai quand même 33 ans et je viens juste de finir mes études. D'ailleurs, je suis content que ce soit fini. Es-tu épidémiologiste? Alors, si on prend en compte les études que j'ai faites, oui, je peux prétendre au titre d'épidémiologiste sur les études que j'ai faites. Après, en vrai, c'est pas mon métier à l'heure actuelle. Je suis médecin de département d'information médicale. C'est un peu compliqué à expliquer et un peu long. Certainement, un jour, j'en parlerai sur la chaîne. Mais donc, en tout cas, en ce moment, je ne fais pas d'épidémiologie, je ne fais pas de recherche en épidémiologie, si c'était la question. Pourquoi t'es-tu orienté dans ce domaine? Alors, il y a plusieurs raisons, mais une des plus simples, c'est qu'en fait, c'est lié à mon caractère. C'est que je suis assez solitaire et que je suis très timide, parfois à la limite un peu du pathologique. Donc quand on a un peu le choix de quel métier on va faire plus tard, je pense que c'est bien d'essayer de s'adapter un petit peu à ces traits de caractère principaux. Donc quand j'ai commencé à réfléchir à quelle spécialité je pouvais faire, eh ben, j'ai commencé à me dire il va falloir que je choisisse une spécialité où je peux travailler dans un bureau, derrière un ordinateur et un peu tout seul. Et il y en a plusieurs des spécialités qui permettent de faire ça. Vous avez par exemple la médecine nucléaire, la radiologie, la biologie, la napath. Voilà, et vous avez la santé publique. En plus de ça, j'avais déjà une petite accointance avec les mathématiques vu mon parcours avant, donc je me suis dit je réussirais en plus bien dans ce domaine. Pourquoi aimes-tu l'épidémiologie et les statistiques? Alors c'est une question très connexe avec la question précédente. Alors en fait, il y a plusieurs raisons. L'une d'entre elles, je crois que c'est le côté outsider un peu des statistiques. L'épidémio et les stats, c'est vraiment pas la matière qui est appréciée par les étudiants en médecine. Ah, ils aiment bien la cardio, ils aiment bien la neuro, ils aiment bien la chirurgie, enfin je veux dire, ils aiment bien les matières qui font vraiment noble. L'épidémio, moi, j'ai pas remarqué que c'était ce qui passionnait vraiment les gens. Et du coup, je crois que j'aime bien un petit peu les trucs un peu bizarres, un petit peu originaux comme ça. Ça m'allait bien. Et puis, il y avait un côté outsider aussi en santé publique. Dans l'histoire de la médecine, faire de la médecine avec des stats, je pense que vous l'avez compris si vous avez vu mon épisode sur Jon Snow, si vous avez vu l'épisode d'Asclepios sur Semmelweis, ou même Florence Nightingale, même si elle, on a réussi à l'écouter, c'est qu'en fait, les premiers médecins qui ont fait des stats pour faire de la médecine et pour découvrir des choses, on ne les écoutait pas des masses. On ne les écoutait pas des masses. Les tauliers, c'était vraiment les biologistes, les physiopathologistes, les Claude Bernard, les Pasteur, etc. Et on a commencé à écouter un peu les statisticiens relativement récemment, avec l'établissement de l'evidence-based medicine dans les années 90. Et puis, je ne saurais pas trop comment l'expliquer, mais vraiment, je trouve ça cool, en fait, les stats. C'est peut-être lié au fait que ce soit un domaine qui est très, très proche des ordinateurs, en fait. Je me suis toujours dit, mais j'aimerais bien faire un métier quand même, où j'aimerais faire un petit peu de programmation et où j'aurais l'occasion d'en faire. Et c'est vrai que du coup, en santé publique, ben, c'est bien adapté. C'est bien adapté, ça me rappelle une image que j'ai vue récemment, c'était David Louapre qui l'avait partagée sur Twitter. C'était une image qui disait si vous savez programmer, vous serez un programmeur comme n'importe quel autre, il y en a plein d'autres. Si par contre vous avez un domaine d'expertise, la psychologie, la médecine, mais qu'en plus vous savez programmer, alors pour vos pairs, vous êtes un magicien. Et j'ai bien aimé ce truc-là et je pense que quelque part c'était un peu... il y avait aussi un petit peu de ça. Quelles sont les études pour devenir épidémiologiste? Alors, il y a plusieurs voies possibles, il me semble. On va dire le mieux, j'ai tendance à dire le mieux parce qu'à mon avis, ça donne pas mal d'avantages, c'est de faire médecine et de faire un master d'épidémio. Parce que je pense que c'est un avantage après sur le marché du travail. Donc, en fait, faire médecine. Et puis, lors de la spécialité, santé publique est bien adaptée pour l'épidémiologie, même s'il y a des spécialistes dans d'autres domaines qui vont choisir épidémio, et à la fin, ils pourront être épidémiologistes aussi, il n'y aura pas de souci. Après, sans faire médecine, je crois que vous pouvez passer par la filière biologie. Moi, j'avais un pote qui avait fait une licence de biologie et qui ensuite avait enchaîné sur des masters d'épidémio statistique. Vous pouvez faire l'inverse aussi. Je crois qu'il y a des gens qui passent plutôt des masters de mathématiques statistiques et qui ensuite vont faire de l'épidémio. Au début de mon master, je crois me souvenir qu'au tout début, il y avait des cours de rattrapage. Justement, pour ceux qui venaient d'une filière bio, il y avait un rattrapage mathématiques statistiques. Et pour ceux qui avaient fait une filière mathématique, il y avait un rattrapage biologie-médecine. Après, j'imagine qu'il doit y avoir par des DUT en enchaînant sur des masters, j'imagine que c'est possible aussi. Je ne suis pas un spécialiste. Au niveau des écoles qui permettent de le faire, c'est pareil, j'en connais pas non plus des milliers. Moi, j'ai fait mon master 2 à KB, à Paris 11. Je sais qu'il y a aussi l'ISPED à Bordeaux qui a une bonne réputation. Et puis, il y a le Sésame qui fait des diplômes universitaires, et ça, c'est sur Paris. Fais-tu partie du fan club de Bruno Falissard? Es-tu amoureux de lui? Oui. Oui, bordel, complètement.
Alors, Bruno Falissard, c'est le responsable du Master 2 de Biostat et recherche médicale que j'ai fait. Et c'est certainement l'un des meilleurs profs que j'ai jamais eu l'occasion de rencontrer et de suivre les cours. Il est vraiment excellent. Donc oui, s'il existait un fan club, je pense que je ferais partie de son fan club. Il publie ses conférences, il donne des conférences de temps en temps, et il les publie sur YouTube. Je vous les recommande, celles en français et celles en anglais. Celles en anglais sont très compréhensibles parce qu'il parle avec un accent français du sud-ouest en anglais. Allez-y, c'est un régal. Calculatrice, logiciel ou tout dans la tête? Alors sûrement pas dans la tête. Moi, je suis le genre de mec qui fait 2 plus 5 égale 7. Aucun problème. Merde. Sauf que ouais, 2 plus 5, ça vaut 7. Alors, sûrement pas dans la tête. Je suis tout à fait capable de vous faire 5 plus 2 égale 10. Voilà, c'est typiquement mon genre. La calculatrice, c'est juste pour le générique de la chaîne. Et puis les logiciels. Les logiciels, oui. Alors, dans le monde des statistiques Biostat, en gros, vous avez 3 logiciels qui se battent vraiment en truelle. Le duel à 3. Vous avez SAS, qui est un logiciel payant à licence, etc. Vous avez R. Moi, je suis un grand fan de R. Même je suis un amoureux de R. Un jour, je ferai une vidéo sur R. Et pour ceux qui sont vraiment un peu plus nerds que les autres, il y a Python. On fait pas mal de stats avec Python, notamment avec le package Panda, je crois. Ah oui, et quelqu'un, je crois, sur Twitter m'a fait la réflexion, j'espère que tu n'utilises pas Excel pour les stats. Eh ben si. Si, moi j'aime bien Excel. Alors oui, je fais pas des modèles, je fais pas des trucs compliqués avec Excel. Mais franchement, on peut faire des trucs sympas avec Excel. Alors il y a des gens qui ont fait un FPS, hein, vous l'avez vu dans ma dernière vidéo. Et il y a même des gens qui font du deep learning avec des réseaux de neurones en Excel. Hein. C'est formidable. C'est pas du tout adapté, mais c'est formidable. Bref, moi j'aime pas trop cracher sur Excel, c'est quand même vachement sympa. Est-ce que tu fais du machine learning? En fait, ça dépend ce qu'on entend par machine learning. Alors moi, à titre personnel, je fais un peu de machine learning le soir en rentrant du boulot pour garder un esprit éveillé sur le sujet. Et après, par contre, en épidémiologie, on fait beaucoup de régressions linéaires et surtout des régressions logistiques, avec aussi des modèles de Cox et des trucs du genre. Et la grande question, c'est est-ce que c'est du machine learning? C'est un débat. J'ai pas vraiment la réponse. Par contre, je peux quand même dire que les épidémiologistes et les médecins ne font pas du machine learning avec le même objectif que par exemple un informaticien qui veut faire une voiture autonome. Le machine learning pour l'épidémiologie, les modèles de régression, on va dire, c'est surtout utile pour faire de l'interprétation plus que de la prédiction. Sans rentrer trop dans les détails, en fait, que mon modèle de régression logistique il soit capable, devant des nouvelles données, de correctement classer mes individus en malades, pas malades, par exemple, on s'en fiche un petit peu. Nous, ce qui va surtout nous intéresser en épidémio, c'est d'aller analyser à l'intérieur du modèle les coefficients pour les interpréter comme des épidémiologistes. Par exemple, les coefficients d'une régression logistique s'interprètent comme des odds ratios. Du coup, ça n'a pas tout à fait les mêmes objectifs. Donc voilà, donc si les régressions logistiques sont du machine learning, alors oui, je fais du machine learning. Sémiologie ou épidémiologie? Alors la sémiologie, c'est l'étude des signes, c'est toute la discipline qui correspond un petit peu à jouer Sherlock Holmes, c'est-à-dire à étudier les signes cliniques chez les patients qui vont nous permettre de comprendre quelle est la maladie dont ils souffrent. Tenez d'ailleurs, je peux vous raconter une petite anecdote, si vous voulez, qui montre que la sémiologie, c'est pas toujours facile. J'étais en deuxième année de médecine, donc je débutais un petit peu, et je rentre dans une chambre et mon interne me demande « Tristan, qu'est-ce que tu vois directement sur ce patient? Qu'est-ce qu'il a ?» Alors je réfléchis. Et puis il avait un double menton, le patient. Alors je me dis, ah bah quand même, il y a peut-être un goitre là. Le goitre, c'est un peu ça, c'est un problème de la thyroïde et qui va vraiment donner un double menton. Et le patient, il me dit, non, non, pas du tout, je suis juste gros. Alors, moi, je me sentais trop mal, je me dis, oh là là là, qu'est-ce que j'ai fait encore? Et en fait, il avait de l'ictère. L'ictère, c'est qu'il avait la peau jaune et il avait le blanc des yeux qui était jaune. Ça dénote un petit problème au niveau du foie. Et donc voilà, c'est important la sémiologie, c'est très important. Mais bon, moi, je suis épidémiologiste, je préfère l'épidémio. Azraël ou Albert? Alors, Albert du chat sceptique ou Azraël mon chat? Mon chat. Ça me paraît logique quand même, hein, c'est mon chachou à moi. En plus, Albert, je ne sais pas si vous avez suivi, mais il s'est un petit peu arrêté. Et maintenant, Nathan, le statisticien qui était la voix de la statistique expliquée à mon chat, a créé une nouvelle chaîne qui s'appelle le chat sceptique. Si jamais vous étiez abonné à la statistique expliquée à mon chat et pas encore au chat sceptique, eh bien n'hésitez pas, allez-y. Evangelion ou Ghost in the Shell? Evangelion. J'aime bien Ghost in the Shell, mais Evangelion. Casio ou Texas Instruments? Texas Instruments. Pourquoi tes cheveux sont-ils si parfaits? Alors ça, c'est une question de Nathan. Eh bien, j'ai une technique très spéciale qui est transmise de génération en génération dans ma famille. Je les lave. Et je mets peut-être aussi un petit peu de cire de temps en temps. Manger 1 kg de glace pilée, est-ce dangereux? En fait, ça dépend de la variable temporelle. Vous savez, la fameuse expression, c'est la dose qui fait le poison. Mais en fait, on pourrait même dire c'est la dose par unité de temps qui fait le poison. Parce que bouffer 1 kg de glace pilée en un mois,
Bon. C'est pas bien méchant, quoi, hein, ça ira. Par contre, bouffer 1 kg de glace pilée en 2 secondes, à mon avis, on se sent pas très bien. Enfin, je vous le recommande pas en tout cas. Joues-tu au Go et peut-on te croiser en tournoi? Alors, je joue au Go de temps en temps avec des amis, mais c'est quand même rare, ça fait longtemps que j'y ai pas joué. Et en tournoi, non, parce que, comme je l'ai dit, je suis un peu solitaire, casanier, timide. Donc non, ça me demanderait de sortir de chez moi, et ça, j'ai dit que je ne le faisais pas. Mais il fait quoi ton chat à la fin de la vidéo? Alors, c'est vrai qu'à la fin de l'annonce de la FAQ, on voit Azrael qui sursaute comme un malade. En fait, ici, c'est mon bureau, et alors pour une raison que j'ignore, quand il est dans cette pièce, il est super méfiant. Pourtant, c'est un chat qui passe son temps dehors, hein, j'imagine qu'il doit se battre avec d'autres chats, vivre des aventures de chats absolument extraordinaires, mais ici, il se méfie. Et alors du coup, comme il est là, je regarde autour de moi, je vais me faire attaquer par des bêtes sauvages, il suffit de faire un tout petit bruit, genre on frotte le bureau ou on frotte le sol avec son pied, et il sursaute et il fait des bonds de 3 mètres. Donc voilà. Oui, quelque part, je torture un petit peu mon chat, mais bon, c'est une torture sympa quand même. Penses-tu qu'on devrait plus enseigner de statistiques à l'école pour l'esprit critique? C'est la branche des mathématiques qu'on voit quand même le plus dans la vie et dans la politique. D'abord, je ne suis pas sûr d'être extrêmement pertinent pour répondre à la question est-ce qu'il faut enseigner ou pas quelque chose à des enfants. Je pense que c'est une discipline à part entière de savoir ce qu'il faut enseigner aux enfants. Et puis en plus, quelque part, je crois qu'on en fait. Enfin, moi j'ai des souvenirs de première S et de terminale S, on faisait des statistiques quand même, on voyait moyenne, médiane, la différence entre risque relatif et absolu. Il me semble que c'est bien au programme. Mais je m'en souviens plus visiblement. Et je pense que c'est bien ça le problème, c'est qu'en réalité on oublie plein de trucs qui sont faits à l'école. Le jour où on a besoin d'esprit critique et d'informations et de notions un petit peu comme ça, eh ben on les a plus. Je vous donne un exemple. L'autre jour avec ma copine, ne me demandez pas pourquoi, on s'est dit tiens, est-ce qu'on est encore capable de résoudre sur du papier une équation du second degré? On n'a absolument pas réussi. Il nous a fallu peut-être un quart d'heure avant de se dire ah ouais mais attends, faut peut-être utiliser une identité remarquable, et on n'a pas réussi au final. Donc voilà, on a tendance à oublier les choses, donc quelque part je pense qu'il faut le revoir, en tant qu'adulte, il faut le revoir. Par contre, dans cette question, il y a une deuxième partie qui est celle qui dit que c'est la branche des mathématiques qu'on voit le plus dans la vie courante et dans la vie politique. La question c'est est-ce que les statistiques sont des mathématiques? Ça a l'air de rien, alors en France oui, en France on considère que c'est une branche des mathématiques, mais je crois que dans le monde c'est pas toujours évident, je crois que notamment chez les anglo-saxons, les statistiques c'est un truc à part, c'est pas des maths. Alors je ne veux pas répondre à la question si ça en est ici ou pas, mais c'est un sujet intéressant, faudrait que je creuse un petit peu aussi. Pourquoi avoir créé une chaîne YouTube? Alors il y a plusieurs raisons. La première, c'est tout simplement, comme je vous l'ai dit, que l'épidémio et les stats, en médecine en tout cas, c'est un peu un domaine un peu mal aimé, et c'est pas le truc que les gens apprécient le plus. Et du coup, je me suis dit, ça pourrait être sympa d'essayer de rendre cool un domaine qui en général n'est pas apprécié, même par des médecins qui n'aiment pas les stats. Peut-être que s'ils regardent mes vidéos, ils vont apprécier et ils vont trouver ça sympa. Donc il y avait un petit peu ce côté défi, on va dire. Il y avait aussi un petit peu un côté, c'est un peu ce que dit Gérald Bronner au sujet des marchés cognitifs sur Internet. Il y a plein d'informations qui sont disponibles, y compris sur YouTube. Et il y en a, on va dire, qui sont pour moi de la désinformation. Et c'est sûr que si personne ne vient faire de la bonne information et de la bonne vulgarisation sur un sujet qui est parfois compliqué ou qui est parfois pas très connu par les gens, eh bien, si des gens qui sont curieux, ils vont simplement tomber sur les informations de mauvaise qualité. Et quelque part, voilà, en essayant de faire des contenus qui sont bons et justes, je l'espère, j'essaye de lutter un peu contre ça en étant présent sur le marché. Après, il y a aussi un truc, c'est que je suis très procrastinateur dans ma vie personnelle. Dans ma vie professionnelle, ça va assez, mais dans ma vie perso, c'est assez clair. Et en fait, j'ai lu il y a quelque temps un bouquin écrit par John Perry qui s'appelle La procrastination, l'art de reporter au lendemain. La procrastination, c'est reporter les choses qu'on a à faire au lendemain. Je pense que beaucoup de monde le sait. Et en fait, il décrit un truc assez sympa là-dedans, c'est quelque chose qu'il appelle la procrastination structurée. Son idée, c'est qu'il a remarqué que quand on a une tâche importante à faire, eh bien, on va la reporter au lendemain, mais pour justifier cette procrastination, on va être ultra productif dans d'autres domaines. Voilà, typiquement, vous avez un examen à réviser, eh ben, vous n'allez pas le réviser, certes, mais par contre, vous allez faire votre vaisselle, ranger votre bureau, tout va être vraiment nickel. Et lui, son idée, c'est de se dire, en fait, on n'a qu'à se créer des tâches assez importantes et qui nous tiennent à cœur, pas forcément indispensables et vitales, et en fait, quand on va les procrastiner, on va être ultra efficace dans le reste. Et quelque part, il y a un peu ça, quand je me dis j'ai une vidéo à faire, très souvent je reporte au lendemain, je me dis oui, non, j'écrirai le script demain, etc. Mais du coup, pour justifier le fait que j'ai tout reporté au lendemain, je suis productif cette journée-là. C'est une bonne justification, celle-là, je suis pas sûr qu'on vous l'a déjà sortie. Et puis aussi, il y a un autre truc tout simplement, c'est que moi, quand je vois quelque chose qui me plaît, comme par exemple de la vulgarisation facecam. Voilà, je crois que c'est Léo Grasset qui disait récemment qu'il en avait marre des facecam, et moi j'adore ça, moi c'est mes vidéos préférées quasiment. Quand je vois quelque chose qui me plaît, j'ai tendance à vouloir faire pareil. Et du coup c'est quelque chose d'assez égoïste, voilà, ça me fait plaisir de faire des vidéos.
Cet exercice de réaliser des trucs me fait plaisir. C'est en plus l'excuse pour m'acheter du matériel photo, du matériel de lumière, du matériel sonore, apprendre à monter des vidéos, apprendre à utiliser des logiciels comme Adobe Premiere. J'aurais pas vraiment l'occasion de le faire si j'avais pas de projet vidéo à faire. Et du coup, c'est plutôt cool. Donc c'est un peu un truc personnel et égoïste, on va dire. Quel était le sujet de ta thèse ? Alors, le sujet de ma thèse, pour faire simple, c'était « Y a-t-il du cherry picking dans la littérature scientifique ?» sur un sujet précis, qui était « Y a-t-il un lien entre la consommation de vitamine D et le cancer colorectal ?» Alors, le cherry picking, c'est l'idée que quand vous avez un sujet précis, par exemple le lien vitamine D cancer colorectal, plutôt que de faire une recherche qu'on dirait systématique, c'est-à-dire chercher toutes les études sur le sujet, vous allez vous concentrer uniquement sur les études qui vous arrangent, sur les études qui confirment votre croyance au préalable. Si vous y croyez, vous allez chercher et trouver que des études qui vous montrent que oui, ça marche bien, oui, c'est des études positives. Et du coup, moi, je me posais la question, est-ce que ça existe aussi dans la littérature scientifique ? Donc pour vérifier ça, j'ai utilisé la théorie des graphes, j'ai construit un réseau de citations, j'ai mesuré des trucs dedans, notamment un truc qui est pas loin du PageRank utilisé par Google, et j'ai regardé, est-ce que ce biais existait ? Et j'ai trouvé quelque chose d'assez rassurant sur ce sujet dans la littérature scientifique. Eh bien, il n'y a pas vraiment de biais de citation. Les études positives n'étaient pas plus citées que les études négatives. Si la méthodologie vous intéresse, un jour je ferai certainement une vidéo sur ma thèse, mais en attendant, il y a une publication qui m'a pas mal inspiré, qui a été faite par Greenberg, un auteur américain, je vous mets le lien dans la description. Alors, Denis Hubert me demande si je vais traiter des sujets polémiques, et par exemple, on me pose aussi la question, est-ce que je vais traiter un jour de Tchernobyl ? Eh ben, je ne sais pas. Je me sens pas investi d'une quête de vérité et de devoir débunker des trucs. J'aime bien le debunking comme exercice, et même en regarder, c'est toujours très intéressant et l'occasion d'apprendre des trucs, mais je suis pas sûr de vouloir procéder comme ça. En fait, je pense que je préfère plutôt parler de méthode. Pourquoi, par exemple, est-ce que, personnellement, je considère l'homéopathie comme ridicule ? C'est pas tellement parce qu'un jour, quelqu'un m'a débunké l'homéopathie. C'est plutôt parce que j'ai acquis au cours de mes études et au cours de mes recherches et de ma formation la méthode pour juger un médicament et son efficacité. Voilà, je la connais. Ça, c'est un truc qui est vu à part, en dehors de l'homéopathie. Je l'ai appris et c'est valable pour tous les types de traitements qui existent. Et un jour, on m'a présenté l'homéopathie. J'ai appliqué la méthode que je connaissais déjà et que j'avais de justifier par plein d'exemples. Et en fait, dès que je l'ai appliqué, ça m'a apparu du coup ridicule. Et donc, je pense que je vais plutôt me concentrer sur cette approche-là. Plutôt donner la méthode, comment on fait pour avoir des connaissances qui sont le plus justes possible, même si à titre personnel, voilà, les OGM ne me font pas peur, le nucléaire ne me fait pas peur non plus, etc. Mais si vous aimez les sujets un petit peu polémiques, à la fin de cette FAQ, je vais parler de quelques chaînes que j'aime bien. Et il y en a 2-3 qui sont assez, pas agressives, mais qui sont assez engagées, disons. Comment choisis-tu tes sujets de vidéo ? Combien de temps cela te prend ? Alors, moi, j'ai une petite histoire dans ma tête, en fait, qui existe depuis bien avant que je fasse la première vidéo, qui raconte un petit peu l'histoire de l'evidence-based medicine et qui est un petit peu comment on sait ce qu'on sait aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez remarqué, en fait, il y a une structure dans mes épisodes. Les épisodes 1, 4, etc., c'est toujours un épisode un peu histoire de l'épidémiologie, histoire de la médecine. Les épisodes 2, 5, etc., c'est plutôt statistique. Et enfin, les épisodes 3, 6, c'est plutôt des épisodes vraiment de santé publique où on applique un petit peu ce qu'on a vu dans les épisodes précédents. La partie, je pense, la plus longue en réalité, c'est surtout la partie vérification et bibliographie, parce que j'ai peur de dire des bêtises. Ça arrive de dire des bêtises, il y a Tania Louis qui a fait une super vidéo sur les bêtises, j'en parlerai tout à l'heure, mais de temps en temps, ça peut arriver, mais j'essaye vraiment d'en faire le moins possible et d'être le plus propre possible sur les sujets que j'aborde, quitte à faire mes fameuses petites notes pour finir, où je rappelle les limites de tout ce que je raconte. Après, en temps, vraiment, combien de temps ça prend, je ne sais pas trop. Un tournage, en général, ça prend 2 heures, je dirais. Encore que là, pour cette FAQ, ça a dû prendre facilement 10 heures, bien sûr. Après, le montage, j'en sais rien. Il faudrait que je me chronomètre. Tiens, c'est vrai que c'est intéressant. Je dirais une dizaine, 10-15 heures. Quel matériel et quel logiciel utilises-tu ? Alors, je filme avec un Canon 6D. L'objectif, c'est un 50 mm à 1.8. Et puis pour le son, alors pour le son, j'ai investi là-dedans, c'est un Zoom H5. Mais sinon, avant, j'enregistrais avec un micro Aperture. Aperture, c'est pas la même chose. Et après, niveau logiciel de montage, la suite Adobe. Adobe Premiere et Adobe After Effects. D'ailleurs, je pense que je m'en sers assez mal parce que j'ai tendance à faire quasiment tout sous After Effects. La moindre incrustation de texte, je le fais dans After Effects. Et je pense que c'est pas comme ça qu'il faut l'utiliser. Il faudrait que je regarde un petit peu plus de tutoriels.
As-tu un Tipeee? Alors cette question, elle est quand même méga sympa. Elle montre l'envie des gens de soutenir des projets vidéo et de vidéastes sur YouTube. Je trouve ça méga cool. Juste moi, j'ai pas de Tipeee, j'ai pas de Utip et j'en ai pas vraiment besoin. Je suis médecin, j'ai plutôt un bon métier, donc il n'y a pas trop de problèmes de ce côté-là. En plus, je fais mes vidéos tout seul, donc j'ai pas tellement besoin de rémunérer quelqu'un qui me ferait mon montage ou quoi que ce soit. Ça fait un peu partie du plaisir de faire les vidéos, de le faire moi-même en fait, un côté artisanal. Donc voilà, j'en ai pas besoin, mais sachez que ça me fait vraiment super plaisir quand vous me demandez des trucs pareils. Je me dis, mais la communauté est vraiment géniale. Si vous voulez donner et soutenir des vidéastes, n'hésitez pas à le faire sur des vidéastes qui en ont besoin et qui veulent vivre de leurs vidéos. Par exemple, le Chat Sceptique, Nathan, il vient de se mettre voilà, sur sa propre chaîne, et je sais qu'il va essayer de vivre de ses vidéos. Eh ben, n'hésitez pas à les donner au Chat Sceptique, par exemple. Mais il y a plein d'autres vidéastes, franchement. Je vais vous en parler de 2-3 à la fin de la vidéo, comme j'ai dit, vous verrez, il y a de quoi faire. Quel est l'avenir de la chaîne? Eh ben, un peu comme maintenant. La principale différence que je vais essayer de faire, c'est d'en faire un petit peu plus des vidéos, parce que là, il y a eu une petite pause avec la thèse. Mais non, je vais essayer de faire mes épisodes que j'ai déjà prévus dans ma tête au fur et à mesure, un peu comme ça. J'aimerais bien faire des petites épreuves de LCA, de lecture critique d'articles. J'en avais fait une sur la zoophilie, le cancer du pénis, il y a 1 an ou 2. Elle est disponible sur ma chaîne, elle n'est pas dans la playlist principale, elle est à part. Et puis elle était vraiment destinée à la base aux étudiants en médecine. Mais j'aimerais bien en faire 2-3, quitte à les rendre un petit peu plus vulgarisés, un petit peu moins pour les étudiants en médecine, ou alors le faire en 2 parties. J'essaierai de faire ça en 2019. Pourquoi ce nom Risque Alpha? Alors, il faudrait que j'explique ce qu'est le risque alpha rapidement et simplement. Je ne vais pas trop tenter de le faire. Disons simplement que si vous savez ce qu'est le petit p, parce que vous avez vu la vidéo de la statistique expliquée à mon chat sur le sujet ou de hygiène mentale, disons que ce qu'on appelle le risque alpha, c'est le seuil, souvent placé à 5%, en dessous duquel on va considérer qu'un résultat est significatif. Mais ça demande d'aborder trop de trucs pour que je l'explique comme ça en 5 minutes. Après, par contre, la raison aussi, c'est que je voulais un nom qui pète, un nom un peu classe. Et voilà, risque alpha, il y a risque, il y a alpha. Je sais pas, c'est classe, non? Les scientifiques qui ne sont d'accord sur rien sont d'accord sur le risque alpha. Comment est-ce possible? Alors moi, je trouve que les scientifiques sont quand même d'accord sur un tas de trucs, mais vraiment un tas de trucs. La Terre n'est pas plate, les vaccins ne provoquent pas l'autisme. Ils sont d'accord sur des tas et des tas de choses. Mais étonnamment, ils ne sont pas tant que ça d'accord sur le risque alpha. C'est-à-dire que le risque alpha, je vous ai dit, en médecine, il est fixé à 5%. Dans certains domaines où on utilise aussi des stats, par exemple en physique, il est fixé beaucoup plus bas, je crois des trucs genre 10 puissance moins 5, enfin vraiment minuscule. Mais même en médecine, c'est quand même pas mal discuté. Est-ce qu'il ne faudrait pas le passer à 1%? Est-ce que, en fait, quelque part, le risque alpha serait à moduler en fonction de la taille de l'échantillon qu'on est en train d'étudier? Et voire même, vous avez quelques personnes, dont par exemple les de la chaîne Science for All, qui vous diront carrément qu'il ne faut plus utiliser ça, qu'il faut faire des statistiques bayésiennes. C'est encore une autre affaire. Mais en tout cas, non, en fait, il n'y a pas tellement d'accord sur le risque alpha. Après, pourquoi 5% dans l'histoire? C'est Fisher. C'est Fisher qui a dit ouais, 5% c'est quand même c'est un bon chiffre. Mais en réalité, on aura l'occasion d'en parler aussi, je pense, le fameux 5% des résultats significatifs, c'est pas tellement l'approche de Fisher des statistiques qui est celle qui a dirigé ça, c'est vraiment l'approche de 2 statisticiens qui sont venus après, qui sont Neyman et Pearson, mais un jour je ferai un épisode spécifique là-dessus. Penses-tu faire intervenir ton chat un petit peu plus dans les futures vidéos? Alors, Azrael, c'est quand même un connard. C'est un très gentil connard, c'est mon connard à moi. Mais il faut quand même reconnaître que c'est un chat assez sauvage, qui vit sa vie dans son coin, dehors et tout. Il n'est pas forcément hyper pratique pour faire des vidéos avec lui. Mais on a un nouveau chat qui s'appelle Pixel, qui est une petite femelle qui a maintenant 5 mois, qui est très mignonne, qui est très particulière. En fait, elle a une seule vibrisse blanche et un seul coussinet blanc. Et donc elle est très mignonne, d'ailleurs c'est pour ça qu'elle s'appelle Pixel. Et elle, pour le coup, elle est beaucoup plus cool et je pense qu'on pourra faire des vidéos avec elle assez facilement. Qu'est devenue Roxane? Roxane, elle est partie. Roxane, elle est décédée il y a très peu de temps après l'épisode sur l'espérance de vie, en fait, où je disais qu'elle avait 17 ans. Donc elle était assez âgée pour un chat et elle a très bien accompli sa mission de chat de maison, c'est-à-dire elle a beaucoup rendu heureuse ses propriétaires. Et elle n'a aucun lien de parenté, ni avec Azrael, ni avec Pixel. On s'attache à ces petites bêtes, c'est terrible. Comment as-tu adopté ton chat? Il n'est pas à vendre. À vendre? Mon chat? Mais ça va pas? Non, aucun de mes chats n'est à vendre. Azrael est né dans le jardin de mes parents, donc je l'ai rencontré pour la première fois, il avait genre 1 heure. C'est moi qui ai coupé son cordon ombilical parce qu'il allait pas tarder à s'étrangler avec. Et voilà. Et Pixel, c'est un particulier qui nous l'a donné. Pourrais-tu faire un sujet sur les courants de pensée en statistique?
Alors oui, j'adorerais, déjà je vous en parlais il y a 5 minutes là en parlant du rapport Neyman-Pearson et Fisher. Oui, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, je ferai certainement une, voire plusieurs vidéos là-dessus. Ton avis sur les bayésiens? Bah, a priori, ils ont l'air sympas. Alors en vrai, je vais pas trop m'étendre là-dessus parce que je ne m'y connais pas assez. J'ai toujours pas lu le livre de Lay et j'ai pas mal de publis sur les statistiques bayésiennes, notamment en épidémiologie, que j'ai toujours pas encore parcouru, j'ai pas pris le temps. Et donc je dirais des bêtises si je vous donnais vraiment mon avis sur les statistiques bayésiennes aujourd'hui. Juste, je pourrais quand même dire que les fréquentistes connaissent le théorème de Bayes. C'est deux approches qui sont quand même assez différentes, mais il faut bien comprendre que parfois certains exemples, par exemple XKCD, il a fait une petite BD, un fréquentiste contre un bayésien, elle est un peu absurde parce qu'en fait le fréquentiste n'aurait jamais fait ce qu'il fait dans la BD, parce que voilà, les fréquentistes connaissent quand même le théorème de Bayes et on sait que quand il faut l'appliquer, il faut l'appliquer. Par exemple, sur les sujets de sensibilité et spécificité en épidémiologie, on utilise couramment le théorème de Bayes. Parleras-tu de la sensibilité et de la spécificité? Ouais, bien sûr. En plus, là, je vous ai dit qu'on utilisait le théorème de Bayes. Mais alors sur YouTube, vous avez déjà pas mal de vidéos qui en parlent. Par exemple, il y a Automate qui a sorti une vidéo il n'y a pas longtemps. Je vous mets les liens dans la description et on en reparle à la fin de la vidéo. Carapuce, Salamèche ou Bulle Bizarre? Je suis pas très original, mais Salamèche. J'adore les dinosaures et c'est celui qui ressemble le plus à un dino. Marvel ou DC? Plutôt Marvel, mais j'ai rien contre DC. Pain au chocolat ou chocolatine? Croissant. Et en plus, j'ai dit que je ne voulais pas parler des sujets polémiques. Sais-tu danser la carioca? Mais très bonne question. Pas encore. Je ne sais pas encore la danser, mais il s'avère que ma copine, me demandez pas pourquoi, elle a un espèce de fantasme, c'est qu'un jour, pour un anniversaire ou une fête, je danse la carioca avec son père. Alors je ne sais pas qui je dois jouer, Chabat ou Darmon, mais voilà, très certainement, prochainement, je saurai danser la carioca. Et je remercie Ezor pour cette question extrêmement pertinente. Aimes-tu le shampoing? Raisonnablement. Es-tu fan d'Evangélion? Que penses-tu de la fin? Donc fan d'Evangélion, je vous ai dit oui. Et qu'est-ce que je pense de la fin? Moi, je l'ai bien aimé. En tout cas, la fin de la série, je l'ai bien aimé. Même c'est vrai qu'elle est un peu loin de la série, un peu loin voilà, des combats de mecha. Elle est très subjective. Mais moi, j'ai bien aimé. Peut-être parce que Evangélion est quand même une série très déprimante, et très déprimée en tout cas, et que la fin est quand même pleine d'espoir. Moi, j'ai bien aimé la fin d'Evangélion. D'ailleurs, il y a une vidéo de Novacorp qui est sortie il n'y a pas très longtemps sur la dépression dans Evangélion. Pareil, recommandations, fin de vidéo, etc. Comment faire mentir les statistiques? Feras-tu un épisode sur les pièges, axe, taille d'échantillon? Alors je pense que j'ai déjà commencé. Quand j'ai fait mon épisode sur les proportions, parler de proportions absolues et de proportions relatives, c'est déjà souvent un piège un petit peu quand on présente les choses rapidement. Parler de moyenne et de médiane, des fois c'est aussi l'occasion de se faire piéger. Est-ce que je vais faire un épisode dédié à ça? Peut-être, je sais pas, j'ai pas trop prévu ça dans ma tête pour l'instant, mais je pense que je diffuserai un petit peu des connaissances dans le domaine au fur et à mesure de mes épisodes. Si le sujet vous intéresse, c'est vrai que tout à l'heure j'ai pas parlé de bouquin, mais il y a How to Lie with Statistics, qui est un livre assez connu, qui est assez fin. Alors je sais pas s'il existe en français, mais en tout cas en anglais il est assez facile à lire, et il s'intéresse vraiment un petit peu à tous ces trucs-là. Je vous le recommande, il est vraiment super bien. Quels sont tes passe-temps et tes passions? Alors j'en ai plusieurs, j'aime bien la science-fiction, j'aime bien le fantastique, que ce soit en littérature, en film, en série. J'aime bien les dinosaures. Alors oui, il y a des dinosaures dans mon salon, il y a des dinosaures dans ma chambre, il y a des dinosaures dans mon jardin, il y a des dinosaures partout. J'aime bien les ordinateurs en général, l'informatique, j'aime bien les jeux vidéo. Je reconnais que j'aime bien les jeux vidéo, ça j'avais pas mal de temps qui passe là-dessus. Après voilà, j'aime bien l'animation japonaise, j'aime bien tout un tas de trucs. C'est une question un peu difficile en fait. Quel est le dernier livre que tu aies apprécié? Alors je viens juste de finir un bouquin qui s'appelle Game Engine Black Book sur Wolfenstein 3D, qui est un bouquin qui raconte un petit peu comment fonctionne le jeu Wolfenstein, qui est le grand-père de tous les FPS, et qui était assez intéressant avec pas mal de détails sur les limitations des machines de l'époque, sur comment ils ont réussi à passer certaines limitations par la programmation, et puis tout simplement sur comment ça fonctionnait. C'était vraiment pas mal. Alors, quelle chaîne YouTube je regarde et je conseille? Alors je vais prendre un petit peu de temps, pour en parler, parce que c'est vrai que c'est souvent par le partage que les gens découvrent des nouvelles vidéos YouTube, et je me rends compte que moi c'est exactement pareil. J'ai beaucoup tendance à aller voir une vidéo quand on me la recommande, donc je vais vous recommander quelques chaînes que j'aime bien, qui n'ont pas forcément beaucoup d'abonnés, ou en tout cas pas autant qu'ils en méritent. Et voilà, parce qu'après tout, il y a quand même de fortes chances que si vous soyez là, ce soit grâce à la statistique expliquée à mon chat. Alors déjà, des chaînes qui sont assez proches de ce que je fais moi, il y a Medifact, qui fait des vidéos un petit peu de statistiques et d'evidence-based medicine. C'est vraiment pas mal, je vous recommande sa vidéo sur les parts attribuables, qui complète très bien mon épisode sur les risques relatifs. Je le connais pas du tout, je sais pas du tout s'il est médecin, mais en tout cas, c'est vraiment pas mal. Et lui, il aborde des sujets un petit peu plus polémiques, si vous aimez ça.
Alors vous avez aussi la chaîne Matadon, ou Matadon, je ne sais pas trop comment il veut qu'on le prononce, Matadone, qui parle plutôt d'agriculture, de pesticides, etc. Et il a fait une vidéo sur le glyphosate qui est très bien construit, et où il parle un petit peu d'ailleurs d'épidémiologie et de méthode. Je vous recommande d'aller la voir, elle est très sympa. Je crois que je vais dire c'est très sympa quasiment sur toutes les vidéos, ne m'en voulez pas pour la répétition. Alors c'est plus un format presque podcast parce que c'est que de l'audio, mais vous avez une chaîne qui s'appelle Résonance. Il aborde aussi des sujets un petit peu plus polémiques, il ne parle pas que d'épidémio et de statistiques, pas du tout même, mais il a fait une très bonne vidéo sur l'alcool récemment, et voilà, pareil, lien, description. Vous avez bien évidemment, je vous en ai parlé, le chat sceptique, qui vient juste de commencer. Je ne sais pas trop ce que Nathan a prévu de parler, est-ce qu'il va parler de santé ou pas. J'imagine que c'est un sujet qui risque de revenir parce qu'il l'a déjà abordé sur la statistique expliquée à mon chat. Toujours dans le même domaine, mais peut-être un petit peu plus court, il y a les vidéos de Bruno Falissard que je vous recommande qui sont vraiment top. Sur des sujets vraiment proches de ce que j'aborde, notamment sur la partie statistique, il y a la chaîne de Thierry Ancel, qui est un prof de stats. Alors je ne sais pas où il est, je crois qu'il c'était à Paris, je ne sais plus quelle fac. C'est vraiment excellent, c'est assez abordable je trouve. Sa dernière vidéo qui s'appelle du jugement en épidémiologie de terrain est vraiment excellente, et notamment il y a une citation à la fin que j'aimerais récupérer. À la fin de la vidéo, il dit « Epidemiology is fun. If it's not fun, it's not epidemiology ». Et j'aime bien. Je vais la garder, celle-là. Non, sans blaguer, vraiment, si vous avez envie d'approfondir un peu ce que je raconte, et que vous êtes prêt à accepter le comics sans MS aussi, parce qu'il utilise beaucoup le comics sans MS, ça c'est pas bien, n'hésitez pas à regarder ces vidéos, elles sont vraiment super bien. Sur les sujets des mathématiques plus générales, il y a deux chaînes que je vous recommande. Il y a Professeur Culture Précieuse, notamment sa vidéo sur Monty Hall et les naissances. C'est un étudiant en licence de maths, alors il est peut-être même en master, maintenant j'ai pas trop suivi. C'est assez sympa. Je vous recommande aussi la chaîne Automate qui s'est lancée il y a pas très longtemps et qui a justement fait une vidéo où il parle de sensibilité, de spécificité, qui s'appelle Le dilemme du médecin bayésien. Et pareil, allez voir, machin, tout ça. C'est impossible de ne pas faire de répétition. Alors dans le domaine de la médecine, je vous passe Primum non nocere, Asclepios, le Psylab, ou Dans ton corps tout simplement, parce que je pense que tout le monde les connaît. En un petit peu moins connu, vous avez par exemple Wydoc, qui est très bien. Il a fait une vidéo sur l'asthme que je vous recommande, qui est très propre, et je crois que c'était aussi son sujet de thèse, si j'ai bien suivi. Il y a aussi la chaîne Viens voir le docteur, qui est tenue par... Je crois qu'elles ne sont pas toutes les trois médecins de santé publique, mais je crois qu'il y en a au moins deux qui sont médecins de santé publique aussi. Elles n'abordent pas tout à fait les mêmes sujets que j'ai tendance à aborder. Enfin non, elles parlent de plein de trucs en fait. Mais il y a de la politique de santé. Je vous recommande leur vidéo sur Jon Snow, parce qu'elles ont fait une vidéo sur Jon Snow aussi, qui est plus compacte que la mienne, mais elles disent... Elles ont réussi à faire plus compact. Je crois que je parle un petit peu trop. Dans le domaine plus biologiste, on va dire, il y a la chaîne de Tania Louis, qui est super bien. Elle fait des petites expériences, des fois c'est toujours très marrant à regarder, mais elle a une vidéo que j'ai particulièrement appréciée qui était sur dédramatiser les erreurs. C'était ce que je vous disais tout à l'heure, on fait parfois des bêtises, on raconte des choses fausses, mais c'est sûr qu'il n'y a que ceux qui tentent de faire des choses qui vont se planter. Et j'ai beaucoup aimé cette vidéo et j'aime beaucoup sa chaîne en général. Vous avez la petite Jeanne. Alors la petite Jeanne, en fait, elle fait des vidéos de biologie, mais elle fait aussi des vidéos sur les insultes. Et en fait, moi personnellement, parce que j'ai fait beaucoup de bio dans ma vie, mais j'aime beaucoup les vidéos sur les insultes. Du coup, allez voir la vidéo sur le terme geek, qui est vraiment sympa. Alors en parlant de geek, dans un domaine qui est un petit peu différent, mais voilà, j'ai fait un petit peu d'études là-dedans, il y a une chaîne de psycho qui est très bien, et elle a l'air sacrément geek vu ce qu'il y a derrière ces vidéos. C'est la chaîne de Joule Psycho. Je peux notamment vous recommander l'épisode qui s'appelle « Quand on lâche pas l'affaire, même dans l'erreur », qui parle un petit peu de la persistance qu'on a dans certains comportements. Par exemple, pourquoi est-ce que vous restez jusqu'à la fin du film au ciné parce que vous avez payé alors que le film est pourri? Allez voir, c'est super bien expliqué. Je ne sais pas comment la classer, mais la chaîne Spleen, qui est montée, mais c'est absolument magnifiquement fait, et qui est vraiment super bien, et qui n'a vraiment pas assez d'abonnés à mon goût. Il a fait un épisode qui s'appelle « Vais-je mourir aujourd'hui ?», qui parle un petit peu de risque. Allez-y. Alors dans mes passions, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais j'aime bien le cinéma aussi. Alors bien sûr, j'aime le fossoyeur de film, etc. D'ailleurs, je m'étais déguisé en fossoyeur de film une fois. C'était pas mal, mais pour jouer au ping-pong, c'était pas très pratique. Alors sinon, en cinéma, je vous recommande la chaîne de Monsieur Bobine. J'aime beaucoup les analyses qui y sont faites. J'aime même beaucoup le personnage qui est dessiné et qui présente l'émission. Et pour vous représenter un épisode, l'épisode sur The Social Network était particulièrement bien. Allez-y aussi, les yeux fermés, c'est du top. Il y a la chaîne Cinéma, comme dans Science, qui est vraiment pas mal, qui mélange science et cinéma. J'ai pas encore vu tous les épisodes, mais il y en a quelques-uns qui sont vraiment excellents, notamment celui où il recalcule la puissance de Yoda, quelle est la capacité de soulèvement avec la force de Yoda, notamment en essayant de calculer le poids d'un X-Wing, etc. C'est très bien fait. Et ça m'a rappelé un souvenir, c'est qu'en fait, il y a quelques années, j'avais un blog,
Et dans ce blog, un jour, j'avais fait un truc qui ressemblait un peu à ça. Alors il y a le film Mega Shark versus Giant Octopus, c'est pas un chef-d'œuvre, hein, mais c'était un film qui m'avait fait marrer. Et dans ce film, il y a un moment où le Mega Shark, qui est une espèce de mégalodon géant, saute en fait de l'eau tellement haut qu'il réussit à choper un 747 qui devait voler à 10 000 pieds d'altitude, et il le défonce. Et en fait, j'avais fait des petits calculs, hein, c'est pas la folie. Hein. J'avais calculé la vitesse d'éjection du mégalodon, après avoir calculé sa taille, sa masse, en mesurant combien de sous-marins il faisait, etc. Et le calcul était absurde, bien sûr, on obtenait une vitesse, genre, je sais plus combien de fois la vitesse du son pour réussir à faire ça. Mais du coup, c'est un exercice marrant. En tout cas, sa chaîne, elle est vraiment super bien. Allez-y, pareil, c'est super. Ah, j'aurais dû chercher un dictionnaire des synonymes avant de faire cette vidéo. Alors toujours dans le domaine du cinéma, même si maintenant il fait plutôt plus de la physique et de l'histoire des sciences, il y a Je m'énerve pas, j'explique, qui est super bien monté avec plein d'animations. Alors, ces vidéos de science sont super bien et moi je vais vous recommander d'aller voir ces vidéos sur le box-office, notamment celle sur Spielberg, que moi j'ai vraiment apprécié. Mais en fait, les vidéos de science sont vraiment super bien. Et vraiment, allez-y aussi, c'est vraiment top. Et sinon, dans un domaine que j'arriverai pas forcément à classifier, vous avez NovaCorp. NovaCorp, c'est la chaîne qui a fait l'épisode sur ce que je vous disais sur la dépression dans Évangélion. Ils ont des sujets très différents, j'appellerais ça une chaîne un peu de culture. Là aussi, allez regarder l'épisode sur Évangélion, et si ça vous plaît, abonnez-vous, je pense qu'ils ont vraiment un bon truc, c'est vraiment excellent. Et il s'avère qu'ils aiment bien les appareils photo, mais pas forcément la photographie en elle-même. Et du coup, je suis assez ignorant en photographie, et il y a la chaîne Photosynthèse, qui parle de photos, parfois un petit peu de matériel photographique aussi, et qui est très bien faite aussi, j'utilise toujours ce terme. Allez vous abonner, allez regarder, vous allez voir, c'est excellent. Alors un autre truc que je vous conseille aussi, si vous avez un chat, c'est pas tellement une chaîne YouTube particulière, c'est plutôt un type de chaîne qui s'appelle les vidéos... c'est des vidéos pour chats en fait, c'est pas des vidéos de chats, c'est des vidéos pour chats. Et en fait, ils aiment bien en général. Pixel, regarde là, c'est quoi ça? Bon, là, elle en a rien à faire, mais habituellement, ça l'intéresse énormément. Oh là, c'est quoi ça? C'est quoi la Pixel? Y a quoi là? Oui? Non, ça c'est ma main. Oh, oui. Voilà, sinon je crois que j'ai fait le tour des questions. Merci beaucoup si vous êtes resté jusque-là. Une nouvelle fois, je vous remercie de suivre ma chaîne en général. Je suis vraiment touché et je suis vraiment même impressionné qu'on soit 17 000, même si forcément, je sais que mes vidéos font moins de vues, mais c'est quand même pas grave, c'est vraiment très impressionnant pour un sujet qui est considéré pour certains comme pas forcément passionnant. Moi, de mon côté, je vais essayer de faire plus de vidéos pour essayer de continuer et de rester sur ma lancée et de pas trop procrastiner. Si vous voulez soutenir mes vidéos, pas besoin de Utip ou de Tipeee, partagez mes vidéos, ce sera déjà super bien. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Salut!